Bonjour France. Bonjour Bertrand. Il vous aura fallu un petit peu de temps, mais vous y serez arrivé finalement à monter votre boîte. C'était l'envie de toujours en fait. Oui, c'est ça. Donc moi j'ai toujours rêvé de créer mon entreprise, mais je suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs ou de gens qui ont travaillé dans le privé, ou ni de près ni de loin. Et il m'a fallu 5 ans de vie professionnelle avant de franchir le pas. Vous avez fait des grands groupes, CAC 40 directement, vous avez tapé dans la grande entreprise des poids lourds du web. Et à quel moment vous êtes dit, je suis prête vraiment? Qu'est-ce qu'il a fallu comme déclencheur? Alors effectivement, j'ai travaillé chez une entreprise américaine du web côté au Nasdaq. Et en fait, je travaillais avec les Américains, dans une équipe entourée d'Américains qui eux sont très portés sur l'entrepreneuriat, la prise de risque. Et quand je leur expliquais un peu le système français de protection sociale, de chômage, etc., et mes rêves d'entrepreneuriat, ils comprenaient pas du tout pourquoi j'avais pas déjà commencé. Et c'est un peu eux qui m'y ont poussé. Et voilà, toute cette culture qu'ils ont très forte, ça m'a aidé à franchir le pas. Parce que les Américains, quand ils partent dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas le pôle emploi derrière. Non. Pour eux, ça paraît assez sécu. Pourtant, ils vont tous y passer à un moment ou à un autre dans leur carrière. Donc pour eux, ils se disent que c'est assez tranquille en France. Finalement. Ouais, c'est ça. Donc ils vous ont mis dans la tête que ça l'était en fait. C'est ça. Et vous êtes dit, bon, il faut que je trouve une idée. Et comme vous étiez souvent aux États-Unis et que vous avez vu des choses qui marchaient bien, vous avez vu un site notamment qui marchait bien, vous avez dit, il faut faire la même chose en France. Voilà, donc à l'époque, c'était donc moi je travaillais dans une société pour les TPE, PME, et donc on regardait pas mal ce qui se faisait dans l'univers en général. Je suis dans l'équipe stratégie et notamment j'ai découvert un site américain qui vendait des pièces en direct des ateliers d'artisans, donc vraiment des toutes petites entreprises, et qui marchait très très bien. Et je me suis dit que c'était vraiment trop idiot de pas avoir une plateforme similaire en France, alors qu'on a un artisanat qui est encore plus structuré et plus reconnu nationalement et internationalement. Donc on travaille avec 450 artisans dans toute la France. On a des ébénistes, des tapissiers, des ferronniers, des verriers. On a plus de 40 métiers représentés et on réalise des pièces uniques pour des clients particuliers ou professionnels. Très rapidement, vous allez trouver un associé en fait pour lancer cette boîte quand vous avez l'idée qui germe. Comment ça se passe? Vous êtes dit j'y vais seul ou finalement c'est l'occasion qui a fait la ronde d'en trouver un deuxième? Alors, je m'étais dit si je trouve pas de partenaire, d'associé développeur notamment, je me lance pas dans ce projet, je laisse tomber. Et puis j'ai trouvé assez facilement un développeur qui m'a suivi, qui aimait les valeurs que portait ce projet, qui aimait le concept, qui y croyait et qui s'est associé à moi dès le début, en fait, à l'origine, avant qu'on ait quoi que ce soit. Et alors, c'est bien d'être associé ou pas? C'est indispensable. Donc, du coup, on a, dès le début, enfin, très tôt aussi, je savais qu'on aurait éventuellement besoin d'une troisième associée, plus orientée, marketing, une casquette que j'avais pas du tout, parce que je suis de formation d'ingénieur. Et aujourd'hui, on est 3 associés. Je leur ai fait confiance dès le début et ils m'ont fait confiance aussi dès le début. Et on est encore ensemble plus de 2 ans plus tard. On est une équipe qui fonctionne bien alors qu'on s'est trouvé sur petites annonces. Parce que l'artisanat au départ, c'est pas réellement votre secteur. Vous êtes ingénieur en électronique, Supélec. C'est quand même le grand écart. Est-ce que vous utilisez ce que vous avez appris à l'école ou même ensuite dans les premiers boulots dans celui-ci? Alors à l'école, franchement pas beaucoup. Non, j'utilise beaucoup ce que j'ai appris dans mes premiers boulots. Donc j'ai fait 50 stratégies, que ce soit dans le conseil pour des groupes du CAC 40 ou chez Vistaprint. Et donc j'ai appris à vraiment structurer mes choix stratégiques, étudier un marché, etc. Donc ça, je l'utilise au quotidien. Donc ça veut dire que vous avez une gestion rationnelle de l'entreprise vraiment là. C'est ça, exactement. J'ai pas, c'est comme vous le dites, c'était au début pas du tout mon secteur l'artisanat, donc c'est un choix très réfléchi, très rationnel. Je voyais un potentiel de marché très important, un secteur où il y avait tout à faire en digital et voilà. Donc toute cette démarche en fait, elle est issue de mes premières expériences. On dit parfois qu'il faut trouver l'associé qui est exactement votre contraire d'une certaine façon. Il est tout ce que vous n'êtes pas. Est-ce que c'est le cas? Là, oui, avec notre, oui, c'est complètement. On est extrêmement complémentaires. Vous êtes assez investi dans le fait de passer le flambeau aussi, de passer le témoin ou de passer le message à d'autres femmes, parce que vous trouvez que les femmes souvent s'auto-censurent. Vous l'avez dit dans une interview, c'est vrai ça? Je pense que les femmes se sentent pas forcément légitimes pour prendre des postes ou pour lancer des projets. Alors qu'un homme se poserait jamais la question et du coup c'est pas de la misogynie, c'est plus de l'autocensure du côté féminin. Donc c'est de la culture en fait. Je sais pas d'où ça vient. J'ai vraiment étudié le sujet. Il y a Nathalie Loiseau, la directrice de l'ENA, qui a beaucoup réfléchi à ce sujet
Et elle a remarqué que les femmes ambitieuses qui justement ne s'auto-censuraient pas avaient un point commun, c'était que leur père avait eu de l'ambition pour elle. Alors là, je vous laisse étudier. Une image masculine en fait pour révéler la femme entrepreneur. C'est un peu flippant quand même, non comme c'est un peu dommage, ouais. C'est un peu dommage, mais clairement, même pour les levées de fonds, on demande moins d'argent. Moi, j'ai fait des toutes petites levées de fonds. Je pense qu'un peu probablement un homme à ma place aurait peut-être demandé le double, j'en sais rien en fait. Ceci dit, vous avez quand même des modèles d'entrepreneurs, parce qu'au départ, vous rêviez de faire ça et vous avez dit, il y a des gens qui me font rêver, c'était plutôt des hommes, il y avait des femmes? Alors, des modèles femmes entrepreneurs, j'en ai pas. Des modèles féminins, il y en a, oui, que ce soit en politique, dans l'art, dans l'entreprise, des grandes femmes chefs d'entreprise, mais pas entrepreneurs de zéro en fait. Et les hommes qui vous ont vraiment inspiré, en tout cas dont vous sentiez que c'était un parcours enviable? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui m'inspirent. Je pars toujours du principe que c'était plus facile pour eux. C'est vrai, vous dites ça? Ah oui, toujours. Ouais. Surtout pour les hommes de la génération donc, maintenant, de 50 ans. vous avez réussi à monter votre boîte, vous dites, moi je l'ai fait, mais alors vraiment il a fallu que je batte plus fort qu'un homme qui aurait fait la même boîte. C'est oui, c'est sûr. Alors nous, notre génération, non, pas forcément, mais la génération au-dessus, c'est certain. Le frein principal, c'était quoi? C'était ce qui se passait dans votre tête ou ce qui se passait dans la tête des hommes en face? Non, vous êtes dans un milieu très masculin. Tout est dans notre tête. Tout est dans notre tête. Je suis convaincue. Je pars du principe que les hommes nous font confiance. C'est nous qui ne nous faisons pas confiance. On a fait un dîner à Noël avec 50 créateurs d'entreprises, donc tous les PDG de toutes les startups. Il y avait 2 femmes. Voilà. Quand je vais pitcher pour lever des fonds, je rentre dans des salles où il y a 40 hommes en costard blanc. Voilà, donc c'est vraiment le quotidien. Ouais. Peut-être que je pense plus à l'échec que peut-être d'autres que des jeunes hommes chefs d'entreprise. Voilà, je l'ai plus en tête que d'autres. Ça, tous les entrepreneurs peuvent avoir un peu peur de l'échec à un moment précis. Vous avez le sentiment qu'en tant que femme, on a moins le droit de rater? On n'a pas moins le droit, mais on y pense plus. On prévoit plus les plans B, etc. Parce que c'est quoi? C'est une histoire de protection familiale, de oui, bébés, d'enfants, des choses comme ça? C'est ça, exactement. On a plus le sens des responsabilités, le sens de l'argent, j'en sais rien. Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous blinder un petit peu en 3-4 ans? Oui, complètement. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas aller au conflit. Et aujourd'hui, 3 ans, qui faisait un petit côté bon élève, à vouloir toujours tout rendre à temps, etc. Et là, maintenant, je me suis rendu compte que les pratiques qu'on avait le droit d'envoyer balader telle personne, de payer plus tard telle personne, voilà. Mais c'est des choses qui sont nées. Vous êtes habitué au sport, en fait, à ce sport-là. C'est ça, exactement. Et à propos de sport, vous en faites très régulièrement. Vous courez beaucoup. Qu'est-ce que ça vous apporte de courir énormément? C'est comme une drogue, quoi. Après, à la fin d'une course, on a l'impression d'être un peu tout puissant, que plus aucun obstacle ne va nous résister. Et c'est très sain. Ouais. Est-ce que la motivation profonde que vous avez à faire cette entreprise, c'est justement ce sentiment de toute puissance? C'est délicat ça, comme question. Non, moi c'est pas du tout. Toute puissance vis-à-vis de moi-même, quoi. Si ça se passe bien à la fin, l'objectif étant de créer une société rentable, clairement pour moi en tout cas. Et si on y arrive, ça veut dire qu'on a prouvé notre valeur à la société en fait, plus que de la toute puissance. À vous-même d'abord et à la société dans un deuxième temps. Ça. Il y a d'autres motivations que vous identifiez fort aujourd'hui ou pas? J'ai cru au début qu'il y avait un peu d'envie de liberté, mais je me rends compte quand on est chef d'entreprise, on est encore moins libre que quand on est salarié, parce que je peux pas démissionner demain. J'ai des salariés, j'ai des investisseurs, donc je suis enchaînée à mon projet, clairement. Donc ça, il faut en avoir conscience, je pense. Donc c'est pas la liberté, comme pourraient répondre certaines personnes. L'autre motivation, c'est d'apprendre en fait. C'est vraiment d'être confronté tous les jours à un problème. Et je discutais avec quelqu'un qui a un peu plus de parcours que moi et qui me disait non mais France, les problèmes en plus tu verras ils deviennent de plus en plus gros, plus la société grandit. Donc j'ai plein de choses à apprendre. C'est pas très rassurant. On se blinde. Dernière question France, qu'est-ce que ça change au fond d'être une femme quand on se lance dans l'entreprise selon vous?
Moi, je pense que ça change rien. Non, mais pour moi, ça ne change rien. Ça ne change rien, en fait. En réalité, ça ne change rien. On est convaincu que c'est différent, qu'on est différente, etc. Et en fait, et c'est pour ça que je pense que c'est bien de rejoindre des réseaux de femmes entrepreneurs, parce que quand on est assis autour de la table, c'est plus un élément différenciant. C'est juste notre société. C'est pas notre sexe qui fait la différence. Alors que quand on est dans des réseaux plus mixtes, ils vont être à forte dominante masculine. Et là, notre sexe va devenir une différence, alors que c'est faux. C'est pas une différence. Le seul élément différenciant, c'est notre société. Et comment elle se porte et comment elle se développe.